Cher jury, chers orateurs, chères oratrices, mesdames et messieurs, tout d'abord la question qui nous a été posée, pourquoi la Suisse n'a-t-elle toujours pas rejoint l'OTAN? Et pourtant, la réponse nous paraît plutôt simple. Pourquoi le ferait-elle? En a-t-elle réellement besoin? L'OTAN existe déjà, il la protège déjà. Elle n'a rien besoin de faire, elle dispose déjà de fait du bouclier nucléaire de l'OTAN. Elle n'a qu'à rester telle qu'elle, passive, et elle est déjà protégée. Ce sont les défenses antiaériennes ukrainiennes, moldaves, polonaises qui arrêteront les missiles qui auraient dû s'abattre sur l'Ukraine. Et puisque, dans le discours du candidat précédent, il était question de droit, alors je vais en parler. Parce qu'il est question du caractère inaliénable, tangible et réel du droit. Et donc, ce qui a été dit, c'est un petit peu que puisque la neutralité existe constitutionnellement, puisqu'elle existe en droit international public, alors elle aurait une existence concrète. Et ce soir, je vais vous démontrer le contraire. Eh bien, tout d'abord, parce que le droit évolue, et surtout, le contexte qui encadre le droit évolue. Et donc, il peut perdre de sa pertinence, de son actualité, devenir vétuste et inadapté. Et c'est très exactement ce qui s'est passé pour le droit de la neutralité, et notamment en droit international public. Prenons un exemple, l'interdiction du recours à la force dans la Charte des Nations Unies. Un des droits spécifiques dont dispose l'État neutre, c'est précisément de ne pas se faire attaquer par d'autres États. Il ne peut pas être victime d'agressions armées. Mais quelle est la situation actuelle ? La situation actuelle, c'est que cette interdiction, elle est générale, elle touche tous les autres États, elle est consacrée dans la Charte des Nations Unies. À l'époque où l'on a pris cette décision, où l'on s'est déclaré neutre, il y avait des empires, il y avait des États belliqueux, il y avait des guerres, l'Europe se formait, les nations s'assemblaient. Aujourd'hui, il en va tout autrement. Et déjà de ce fait, à ce moment-là, le droit a perdu de sa substance. Il a perdu de son caractère concret. Mais aussi, une deuxième évolution a frappé de plein fouet cette neutralité. C'est l'évolution même des conflits armés depuis le début du XIXe siècle. Et notamment par le concept de guerre totale, comment elle a amené l'aspect économique précisément au sein des guerres. Parce que si vous n'êtes pas étranger au concept de neutralité en droit international public, vous devez être au courant que figure parmi les devoirs de l'État neutre de s'abstenir d'exporter des armes, de s'abstenir de fournir des prêts à un belligérant qui serait ensuite utilisé pour acheter des armes, parmi tant d'autres. Mais dans le cadre de la guerre économique, l'une des choses qui va pouvoir se passer, c'est que l'État neutre va être bloqué dans sa capacité d'action, notamment par le biais des sanctions économiques. Celles-ci vont restreindre les possibilités de l'État neutre et le forcer à participer précisément à cette guerre économique, à la partie économique qui vise à diminuer la possibilité pour un État de financer son effort de guerre, qui vont aussi viser à augmenter le processus d'usure de guerre qui va fatiguer l'État belliqueux et le ramener vers le droit chemin. Alors, vous me direz qu'une partie de ces sanctions économiques ont aussi, et entre autres, pour but de ramener l'État vers le respect du droit international. Et on en a un exemple très concret avec l'Ukraine. Mais en fait, ce but, ce dessein est tout autre et étranger avec le fait que dans les faits, le fait justement de reprendre des sanctions économiques a un impact précisément sur la capacité de l'État à mener le cours de la guerre. Parce que qui est-ce qu'on vise à convaincre par le droit de la neutralité ? C'est précisément les États belligérants. Ce sont précisément eux que l'on veut convaincre de son caractère neutre, que l'on veut convaincre du fait que l'on ne participe pas aux hostilités. C'est ça le but. Et quand l'on péjore leur situation, quand l'on reprend des mesures qui mettent à mal leur statut, l'on se retrouve dans une situation où vis-à-vis des belligérants, on agit, on rentre dans l'effort de guerre et on y participe. Aussi, il se trouve parmi d'autres certains droits
qui ont été affectés. Et toujours dans les données économiques, il y a la possibilité, théoriquement, pour les États neutres de continuer de commercer avec les belligérants en temps de guerre. Et qu'est-ce qu'il se passe à l'heure actuelle avec les guerres économiques? Et d'ailleurs, ça se passait déjà au siècle dernier. Eh bien, il se passe que des blocus sont portés. Des listes de marchandises qui figurent parmi la contrebande de guerre sont édictées et elles péjorent la situation de l'État neutre. Donc, non seulement les obligations de l'État neutre sont vétustes et ne correspondent plus aux réalités actuelles des modalités de guerre, non seulement son droit à ne pas être attaqué est un droit dont dispose finalement tout État, mais aussi son droit de continuer à commercer est un droit qui est constamment remis en cause. Alors, par rapport à la question, celle que je voulais poser à l'équipe adverse, c'est finalement, est-ce que la Suisse ne serait-elle pas hypocrite à s'enfermer dans une sanglante neutralité quand elle refuse à l'Ukraine du matériel de guerre défensif? Veuillez conclure, s'il vous plaît. Du matériel de guerre défensif, notamment des munitions antiaériennes. Merci.